Alors, Albert Pourcel était le petit cousin de ma grand-mère Gilberte et aussi le cousin germain de sa mère. Voilà. Donc Albert, il était aviateur. Et bon, et puis moi, quand j'étais enfant, adolescent, puis ensuite plus grand, j'ai pris des cours de pilotage et j'ai fait de l'avion aussi, donc ça m'a rapproché de lui un petit peu grâce à ça. En fait, il est mort dans les derniers jours de la guerre de 14 d'un accident d'avion. Je crois que c'est un accident bien bête, alors que notre grand-mère nous disait toujours que on n'avait jamais retrouvé ni son corps ni son avion. Mais enfin, en fait, ça, je pense que c'est ce qu'ont dû lui dire les parents et les grands-parents pour qu'elle ait un peu moins de peine. Et donc j'ai fait quelques recherches et j'ai appris que bon, effectivement, il avait eu un accident d'avion et que son corps avait été enterré au cimetière du Crotoy. Donc j'ai fait des recherches sur le cimetière du Crotoy et puis au cimetière du Crotoy, il n'y a rien du tout. C'est grâce à une journaliste que j'ai su que le corps avait été revenu à Valbonne en 1922. Et là, on perd sa trace jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, son corps, on l'a retrouvé, puisque son corps est dans notre tombeau, son nom n'est pas référencé dans la pierre. Peut-être que ce serait décent de mettre avec ses parents une travée plus haut, où il y a un mausolée à son image, et peut-être lui faire une petite cérémonie militaire, au moins pour commémorer son souvenir, puisqu'on est dans le centenaire de la Grande Guerre, ce serait vraiment d'actualité. On va dire, je ne connais pas grand-chose sur lui, mis à part ce que j'ai cherché moi. Bon, j'ai lu quelques lettres qu'il a écrites à ma grand-mère quand il était enfant. Mis à part ça, je ne sais pas grand-chose. Je sais qu'il faisait de la poésie. Bon, il m'arrive d'en faire aussi. Non, en fait, j'aimerais connaître la vérité. J'aime bien aller au fond des choses, donc savoir le pourquoi du comment. Albert Pourcel est né le 2 décembre 1892 à Valbonne, dans les Alpes-Maritimes, d'un père pharmacien, Pierre Pourcel, et d'une mère aimante, Palmyre Giraud. Il passe une enfance heureuse dans ce village rural, rythmé par les saisons, les travaux des champs, récolte des olives, cueillette des fleurs. Ici, la vie est rude, la terre caillouteuse, mais une grande solidarité noue les habitants entre eux. Le contexte de l'époque, avant la déclaration de guerre, avant la Grande Guerre, un fort sentiment patriotique va apparaître dans les Alpes-Maritimes au tournant du XXe siècle. Ce tournant patriotique est dû à la diplomatie, on va dire, difficile entre la France et la jeune République italienne. Et le département des Alpes-Maritimes, le jeune département des Alpes-Maritimes, va devenir le département frontière. Donc beaucoup de tensions avec l'Italie et de fait une recrudescence de manœuvres militaires tendant à montrer justement la force militaire de la France. Et de nombreuses manœuvres militaires vont s'exercer dans le Moyen et au pays, avec notamment la création des chasseurs alpins. Et à cette époque-là, les chasseurs alpins vont jouir d'une réputation extraordinaire, vont faire se lever les foules, et dans tous les petits villages dans lesquels vont passer les chasseurs alpins en manœuvre, et ça va être une journée incroyable. En un mot, l'alpin est le soldat modèle. Il s'amuse, il se bat et toujours avec zèle. Aussi les petites femmes ont pour lui le béguin. Et tout le monde dit vive le chasseur alpin. Il y a également un fort sentiment patriotique qui va se jouer en la figure du maire de l'époque, de Joseph Bermond. Donc Joseph Bermond, qui va être maire à partir de 1900, il va être maire jusqu'en 1935, va fédérer justement les différents sentiments patriotiques qui se jouaient à cette époque-là et va devenir un des secrétaires adjoints de l'association du souvenir français, qui avait été créée donc à la fin du XIXe siècle pour rendre hommage à la mémoire des anonymes, des soldats morts pour la patrie. Le monument du souvenir français de Valbonne a été érigé le 15 août 1908, soit donc bien avant la Première Guerre mondiale. Il est un des éléments mémorials, en fait, précurseurs en histoire de France. Dans son histoire personnelle, Joseph Bermond donc, a perdu son frère, Armand, lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Et on peut penser que ce deuil qu'il a vécu, cette douleur intense,
eh bien, ne s'était pas totalement cicatrisé à l'aube du XXe siècle. Et peut-être qu'en élevant des monuments à la mémoire de ces soldats, il pensait sûrement à son frère à ce moment-là. La famille Pourcel est très proche de la famille Bermond. Joseph Bermond a 3 filles, Juliette, Mireille de l'âge d'Albert, et la plus jeune, Marguerite, qui sera sa marraine de guerre. Le grand-père, il connaissait tout le monde. Il a été maire pendant 45 ans. Ouais. Donc on n'était pas beaucoup, on était 800 quand le grand-père était maire. Il connaissait tout le monde. Ouais. C'était toute sa famille. Ouais. On vivait dehors, on vivait dans la rue de mon temps déjà. Ouais. On tricotait dehors, on gardait les bébés dehors. Tout le monde, on se connaissait tous. Maintenant, on ne connaît plus personne. Alors. Puis maintenant, avec des Anglais. Et oui, maman, elle avait une vie, pas comme les filles de cette époque-là. Elle faisait du cheval, une cavalière émérite. Elle conduisait sa voiture. Elle avait un appareil photo. Elle était privilégiée. Grand-père était obligé de. Il allait souvent. Il était tout le temps en réception à Nice. Au conseil général, tout ça, toutes ces réunions, toutes ces soirées. Maman en a profité parce que c'était la dernière, d'abord des filles, et c'est elle qui vivait dans la maison de grand-père. D'accord. Donc elle l'a accompagnée partout. Albert Pourcel, c'était qui pour elle? C'était un ami d'enfance, ils se connaissent depuis tout petit, elle connaissait bien sa mère, et elle était son filleul de guerre, mais on n'était pas parents. Du tout, on n'avait aucune parenté. Albert est un enfant brillant, doué, aimé des nombreuses femmes de sa famille. Sa mère, bien sûr, mais aussi sa cousine, la mère de Gilberte, et Gilberte, sa petite cousine, qui est par ailleurs la meilleure amie de Marguerite Bermond. Alors maman s'appelait Gilberte, et elle était une Gilberte Bouquier, mais elle était donc la petite fille du docteur Second. Elle venait à Valbonne en vacances. Pendant la guerre, elle y est venue, elle est allée à la petite école. Et c'est comme ça, du fait que les familles se connaissaient très très bien, les Bermond, etc., puis ouvriers, sa génération c'était ouvrier. Elles ont beaucoup vécu de belles choses, de petites filles, de bonnes familles, ensemble. Donc elles étaient toutes les deux Elles amies. étaient très très amies et elles partageaient des occupations des petites filles. Maman était seule, n'avait pas de frère ni de sœur, et elle était très très proche de cette amie de Valbonne qu'elle a retrouvée pendant X années, jusqu'à son décès d'ailleurs, ici à Valbonne. Ma grand-mère nous a toujours fait un récit très romancé de la vie de son cousin qu'elle aimait beaucoup parce qu'il était poète, qu'il était très érudit, qu'il était chercheur, enfin c'était quelqu'un qu'elle aimait énormément. Je crois qu'en fait ils allaient beaucoup à la pêche aux anguilles parce que j'ai hérité par mon père d'un trou d'eau et d'un bout de terrain à la Verrière. Et autrefois ce bout de terrain c'était le potager de la ferme des Macarons et c'est là que se trouvait l'écurie pour le cheval et l'âne. Voilà, moi j'ai hérité de cet endroit-là et j'adore y aller parce que ma grand-mère me racontait souvent qu'avec son grand-père et avec Albert, ils y allaient le soir, poser des lignes de fond avec des capres parce que paraît-il c'est un aliment que les anguilles aiment beaucoup, les capres au vinaigre. Et ensuite ils allaient passer la soirée à la ferme et le lendemain matin vers 5 h ils redescendaient à la Verrière et à chaque ligne il y avait une anguille. La ferme des Macarons qui se trouve derrière le magasin Télé Valbonne. Elle appartenait à l'arrière-grand-mère de ma grand-mère qui était une Pourcel. Voilà, d'où la filiation avec Albert. Quand la guerre éclate, Albert Pourcel est à Nice, engagé pour 3 ans au 6e bataillon de chasseurs alpins. Il a alors 22 ans et a le grade de sergent. Alors, le sergent Albert Pourcel nous a laissé des cahiers
son journal de campagne qui a été déposé au musée du patrimoine à Valbonne. Donc c'est une mémoire fantastique que nous avons ici, très riche. Ces cahiers sont également très bien écrits. Albert Pourcel a une plume, on va dire, très agréable. Et donc ces cahiers font vraiment partie de la mémoire de la Grande Guerre. C'est une expérience intime, personnelle, et à la fois qui raconte beaucoup justement de l'horreur des tranchées, qui contraste, on va dire, avec l'enthousiasme du début. Lors de la mobilisation, le sergent Albert Pourcel s'exclame avec beaucoup de points d'exclamation, oui, la victoire est là. Ils partent fleur au fusil, on peut dire. Et c'est vrai que peu à peu, dans ces cahiers, on ressent de la lassitude, de la peur, des angoisses. Le ton devient plus noir parfois. Albert Pourcel aussi écrit des poésies, des petites chansons, qui parfois se moquent aussi de la vie des tranchées, de l'absurdité de la guerre. Et il y a beaucoup d'émotions à voir justement Albert Pourcel tenter de s'extirper de la noirceur de ses tranchées pour gagner les airs, pour tenter l'aventure dans les avions, dans l'aéronautique naissante. Et ces cahiers, ils s'arrêtent d'une façon très abrupte, quelques mois avant sa disparition dans la baie de Somme. Nous allons lire des extraits du cahier qu'a écrit le sergent Albert Pourcel en 1914. Il faisait son service militaire dans les chasseurs alpins quand la guerre éclate. Le 3 août. J'assiste à une manifestation superbe. 300 Italiens, engagés volontaires pour la France, viennent nous saluer et chanter la Marseillaise. Dans toutes les gares, on nous acclame, on nous porte à boire, on nous comble. Vive les chasseurs, vive l'armée, crie-t-on de toutes parts. Les chasseurs alpins sont envoyés dans les Vosges. Le front français ne recule pas dans ce secteur. Le 26 août. Nous allons dans un grand champ où le général nous cause, mais je n'entends rien. Les Allemands reculent progressivement devant les aigles noirs, comme ils nous appellent. La pluie ne cesse de tomber, nous pataugeons dans 30 cm de boue épaisse et jaunâtre. J'en ai plein mes habits, comme les copains d'ailleurs. Nous traversons le champ de bataille du 26 août, c'est horrible. Il y a encore des morts de notre section. Partout des baïonnettes, fusils, sacs, et quelques morts non encore enlevés. La victoire nous coûte cher. 2 septembre. Toujours dans la même tranchée. Les Boches continuent à nous bombarder, toujours sans résultat. On n'y prête plus attention. Dans la tranchée, blottis, terrés comme un chien, on attend patiemment qu'ils viennent nous chercher. Leurs obus sifflent, éclatent et ne font rien de rien. Il y a, je vous dis, de quoi en rigoler. Une chose me met du noir au fond du cœur. Pas le plus petit mot, pas la moindre nouvelle n'arrive me porter ce brin de doux bonheur que vaudrait tant pour moi, mes parents et puis elle. Quand je songe à ceci, je ne puis plus vivre en pensant que si loin de moi sont ceux que j'aime. Je n'y vois plus bien clair, je titube et suis ivre. Et cependant, me dis-je, il faut souffrir quand même, prendre courage et avoir espérance d'un plus joyeux retour. Tout ça, c'est pour la France. 6 novembre 1914. La journée est bonne. Nous sommes en 2e ligne. Le soir, nous montons en réserve. La montée est pénible et en arrivant, nous sommes salués par l'artillerie. Et nous avons une tranchée superbe, couverte en rondins et presque étanche. Il y a même une cheminée superbe dont le tuyau est fait avec des marmites individuelles défoncées. Très ingénieux. Passé au 46e bataillon de chasseurs alpins, à la 10e compagnie, Albert Pourcel va rester tout l'hiver dans les Vosges, subissant notamment 74 jours de tranchées consécutifs avant la relève. Au repos, il écrit des chansons. C'est la 10e compagnie, la plus chic compagnie, c'est où rigole, c'est où rigole. C'est la 10e compagnie, la plus chic compagnie, c'est où on ne fait pas de chichi. 11 mai 1915. Journée merveilleuse. Je prends le commandement de la section et visite tout le secteur. Ça sent très mauvais. Il y a des cadavres en avant de nos tranchées. Ils sont en putréfaction. Et on procède à l'enlèvement. L'un d'eux laisse la tête, l'autre le tronc. C'est affreux. À part ça, journée très calme. 20 mai 1915. Journée heureuse. Nous causons aux Allemands. Un d'eux se détache et apporte une boîte de cigares, cigarettes, tabac. C'est épatant.
7 juin 1915. Nous baladons dans Gérardmer et passons la revue du général de Mauduit. C'est très chic. Le soir, nous allons prendre un bain dans le lac et souper à l'hôtel. On rigole bien. En descendant de la bataille, le poilu arrive tout joyeux et s'écrie devant la fraîche paille: oh nom de nom, quel chouette pieux! Et aussitôt il cherche à faire une connaissance ou quelque chic tour, à seule fin de se distraire pendant tout le temps de son séjour. Un an après l'ordre de mobilisation générale, en 1915, les soldats valbonnais au front reçoivent cette carte postale avec donc au recto la photo de l'hôtel de ville dans la rue Grande, et au verso de cette carte nous avons donc un mot rédigé donc par le conseil municipal. Je vais vous lire ce qu'il en est. Campagne de 1914-1915. Carte souvenir. Au jour anniversaire de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, le conseil municipal de Valbonne, justement fier du courage, de l'endurance et des sentiments patriotiques des Valbonnais sous les drapeaux, adresse l'expression de ses douloureux regrets à ceux qui sont tombés au champ d'honneur, décide que les noms de tous les mobilisés seront inscrits sur un tableau constamment exposé dans la salle du conseil et, en attendant le retour au foyer, après la victoire, leur envoie l'expression de sa fierté patriotique, l'assurance de sa confiance absolue dans le succès final de nos armées et le salut cordial du pays. Valbonne, le 4 août 1915. Et ce mot est signé de l'ensemble des conseillers municipaux du village. En octobre 1915, Albert Pourcel est affecté au 32e bataillon de chasseurs alpins. Il quitte les Vosges pour la région de Belfort et remontera progressivement jusqu'à Verdun. Fin décembre, il rentre au pays pour sa première permission. C'est les deux filles de Joseph Bermond, qu'on voit encore en photo ici, vont s'enrôler dans la Croix-Rouge française. Et cette action loin du front, nous sommes dans les Alpes-Maritimes, nous sommes loin du front, n'empêche pas justement la participation à l'effort de guerre. Et les Valbonnais, qui sont à l'arrière, vont notamment accueillir des blessés, des régiments à l'arrière du combat. Et donc le rôle de la Croix-Rouge française va tout de même être aussi important, loin du front. 13 janvier 1916. Il fait un temps affreux. Nous allons au travail quand même, et c'est par une tourmente épouvantable de neige que nous restons toute l'après-midi serrés les uns contre les autres, autour d'un grand feu allumé. On ne travaille pas, on se gèle, et on reste là quand même. C'est la guerre. 14 février 1916. 8 heures. Allez. Nous décanillons et partons pour Sépois. Il pleut toujours. Nous sommes arrêtés sous un pont de chemin de fer par de violents feux de barrage. Nous sommes là jusqu'à 1h du matin. Nous arrivons à 2h30 dans un ignoble fortin à 60 mètres des Boches. Après avoir traversé les ruines de Sépois et une mer de boue où on s'enlise jusqu'à mi-jambe. C'est abominable et je suis harassé. La guerre est une chose affreuse. 15 mai 1916. Je reçois un colis de bouquins de ma cousine. Elle est charmante. Les bouquins sont très intéressants. Le beau temps est retourné et je jouis d'une bonne journée de lecture sur ma terrasse. Albert Pourcel, qui s'efforce de vivre au mieux les bons moments du métier militaire, revient à Valbonne en juin 1916. La vie semble être restée paisible, mais l'inquiétude étreint les familles. Les morts sont déjà nombreux, et les requêtes s'inquiétant du sort d'un fils, d'un père, d'un frère qui ne donne plus de nouvelles affluent. Joseph Bermond les relaye toutes et tente pour chacune de trouver une réponse. La famille de Tombarel, Jean de Valbonne, n'ayant plus eu de nouvelles de ce dernier, je vous prie de me faire savoir, veuillez me faire savoir qu'aucune mauvaise nouvelle ne vous est parvenue concernant le soldat Trachel Étienne. Je vous prie de bien vouloir faire connaître à la famille du soldat Véran Eugène, en réponse à sa demande, que le dépôt ne possède à ce jour aucun renseignement sur le compte de ce militaire. Je m'empresse de répondre à votre demande, mais je ne puis rien vous dire sur ce brave Sivat
qui était en effet le compagnon de mon mari au début de la guerre. J'ai l'honneur de vous envoyer ci-dessous les adresses des 3 soldats nouvellement faits prisonniers. Veuillez avoir l'obligeance de leur faire envoyer les colis mensuels votés par l'office départemental. Barbine Jacques, Sivat Jacques, Tombarel Jean. Le soldat Olivier est toujours à la 12e compagnie et dit avoir écrit chez lui le 17. Le soldat Trachel Étienne compte toujours à l'effectif de la 8e compagnie du régiment. Il est toujours en parfaite santé. 17 septembre 1916. On nous apprend notre prochain départ pour Verdun. Ça me fout le cafard. Enfin, à la grâce de Dieu, tant pis. Advienne que pourra. Mais c'est dur de songer à aller se faire casser la gueule après 2 ans de guerre. Le matin, je passe à la 1re compagnie et je rejoins le lieutenant Marion. Cela m'enlève un peu le cafard causé par ma cassation ridicule pour un motif aussi futile. Je consacre à ces quelques strophes tout mon ennui et mon chagrin. Après 2 ans de guerre et 2 ans de souffrance, ayant toujours porté le front et le cœur comme simple sergent, j'aurais eu l'espérance d'être récompensé, d'être enfin à l'honneur. Devant Verdun, un jour s'écroula tout mon rêve. Alors que, comme tous, je luttais avec joie pour défendre le sol, tout le temps et sans trêve, un instant, la fatigue m'écarta de ma voix. Je succombe, hélas. On me surprit, et quoi? Endormi, harassé, tapi dans la tranchée, il ne me fallait pas plus, c'en était fait de moi. Adieu, vision de gloire et carrière ébauchée. On me cassa sur champ, sans respect, sans pitié. Je n'ai fait aucun crime et c'est bien regrettable, pour si peu de se voir de sorte châtié. Mais si dur que le sort se montre à mon égard, je n'en perdrai pas pour cela toute espérance. En luttant de plus belle sans jeter un regard, je reprendrai mon rang, j'en ai la confiance. 26 octobre 1916, fort de Douaumont, journée un peu plus agitée. Les Boches ont commencé à repérer nos nouvelles positions. Mais le plus affreux, ce sont les nuits qui sont terribles, avec la pluie, sans abri dans un trou d'obus. 27 octobre 1916. Enfin, ça y est, ce coup-ci, c'est la danse. Une grêle de projectiles s'abat sur nous. Je suis plusieurs fois projeté de droite, de gauche. Enfin, à 4 heures, un obus tombe en pleine tranchée et m'éreinte. Je cours au poste de secours, je deviens un dingo. Enfin, je file avec 20 de mes camarades légèrement blessés. Mais c'est affreux. C'est une boucherie. Tout vole en l'air. Bras, jambes, tête. C'est un fleuve de sang. Et dans une minute, nous paierons cher le gain de l'avant-veille. Enfin, après avoir vadrouillé péniblement toute la nuit dans les mers de boue, nous sommes évacués en auto. Je suis là. Et j'en peux plus. Sa blessure, lors de la reprise du fort de Douaumont, vaudra à Albert la première de ses 2 citations pour bravoure, mais il ne retrouvera jamais son grade de sergent. Il passe à l'hôtel continental de Contrexeville, transformé en hôpital, 2 mois de bonheur, durant lesquels il met au propre ses carnets et monte un spectacle. Il finit sa convalescence à Valbonne en janvier 1917 et reviendra en permission l'été de la même année. 31 janvier 1917. Il fait un froid de loup. Tout est gelé. Souliers, pain, fromage, armes, c'est terrible. 13 mai 1917. 1h du matin, on se lève. On parle de Dunkerque comme destination. 24 mai 1917. Malo-les-Bains. Répétition toute la journée. La revue marche pas mal, mais il y a encore du flou. 27 mai 1917. Dimanche. Fête splendide. Succès fou. 28 mai 1917. Nous rejouons la revue et faisons le bal. Je reçois des félicitations de personnes ultra chic.
10 juin 1917. On est de repos. Le matin, je vais à la messe et l'après-midi, je le passe à Malo. Le soir, je fais un béguin de Maus. Le cafard. J'étais seul sur la plage et j'avais le cafard. Margot vint à passer, je m'avançai vers elle, elle était triste aussi. Bref, nous broyons du noir. Je pris très doucement sa taille fine et frêle, et l'entraînant docile, conduisis à l'écart cette mignonne enfant. Déjà tombé le soir, je lui pris un baiser. C'est une arme, un baiser. Et de ce coup direct, je tuai. Quelle adresse, cet odieux cafard qui voulait s'emparer de son cœur et du mien. Depuis, c'est ma maîtresse. 16 juillet 1917. Dans la nuit, nous avons alerte au gaz et nous couchons avec le masque autour du cou. 28 juillet 1917. Nous apprenons que nous allons monter. Nous faisons nos préparatifs. Une fois de plus, c'est la tristesse et le deuil. Quand donc aurons-nous fini cette affreuse guerre? 31 juillet 1917. 3h50. Attaque. Heureusement pour nous, nous sommes en réserve. Mais quel déluge de mitraille. Surtout notre artillerie n'arrête pas. Et ça vous arrache l'estomac, toutes ces détonations à la fois. Plus on va, plus les attaques sont terribles. Et je crois bien que jamais je n'avais vu un marmitage pareil. 2 août 1917. 3h du matin, on repart. Et cette fois, on réussit à relever après être passé dans un bourbier de 3 km de long. Toute la journée, nous restons dans des trous d'obus, assis dans la vase et de l'eau jusqu'aux genoux. Il pleut toujours et les obus radinent. 2 novembre 1917. Toute la nuit, grand chahut. Quelle vie! Oh mon Dieu! Aujourd'hui, il pleut pour comble de malheur. Vivement la paix, à n'importe quel prix. 18 novembre 1917. On vient déjeuner à Bergue, où nous allons nous balader. Nous croisons un régiment d'Écossais. C'est un coup d'œil très original et très joli à la fois. 22 novembre 1917. Chic, chic, heureuse nouvelle. Je suis affecté dans l'aviation et je dois rejoindre Dijon le 25. Oh merci mon Dieu d'avoir exaucé mon vœu le plus cher. La Grande Guerre, c'est la guerre des artilleurs. Mais ces artilleurs ne peuvent rien faire sans l'aéronautique, c'est-à-dire les 75 compagnies d'aérociers, c'est énorme, 75 compagnies, et là, les 150 escadrilles d'aviation. Le ballon captif avait comme mission d'observer essentiellement les lignes adverses pour aider au réglage des tirs d'artillerie. Ah oui. Et dans le treuil du ballon, il y avait une ligne téléphonique. Donc il y avait un observateur, un aérostier, qui était là avec ses jumelles et qui, lorsque les artilleurs donc réglaient, envoyaient le tir, l'aérostier disait 30 degrés plus à gauche, 30 degrés plus à droite. Il regardait, il observait et l'avion allait vérifier, lui, que c'était juste. Donc c'était un balai le réglage de tir entre les aérostiers et les aviateurs. L'aéronautique a été conçue au départ pour être un outil qui n'était pas offensif, qui au départ était un outil de reconnaissance, d'observation, et où la personne la plus importante n'était pas le pilote, considéré comme un chauffeur de taxi, mais l'observateur aérien qui était un officier de l'armée de terre, qui avait été formé avant la Grande Guerre à l'observation aérienne. Et c'est du jour où l'avion devient un outil offensif en devenant un chasseur, puis un bombardier, mais c'est surtout le chasseur qui va donner son image de marque, que l'on va avoir des jeunes pilotes qui vont accéder au grade d'officier. Mais ceux qui meurent avant cette accession disparaissent en tant que sous-lieutenant ou en tant comme durant. On vient de fêter les 80 ans d'existence de l'armée de l'air. Donc à son époque, l'armée de l'air n'existait pas. Et on formait des pilotes avec des soldats venant de toutes les formations. Aussi bien l'infanterie que l'artillerie, que chasseurs alpins, la preuve, génie et autres. Le 26 novembre 1917, Albert passe au premier groupe d'aviation
et est affecté à Longwy, près de Dijon, pour y suivre sa formation. Il intègre l'école d'Istres en décembre de la même année. 3 décembre 1917. Il fait un temps superbe. Quelle différence avec les Flandres. Nous passons au bureau de pilotage et je suis affecté à Caudron. Nous arrivons à l'école au Mas-Guiraud, en pleine Crau. Ce n'est guère folichon, mais on est bien pieuté et c'est l'essentiel. Le Caudron G3, c'est un biplan qui présente une nacelle, une ou deux places, mais là visiblement c'est une place, donc c'est pour la formation pilotage, entre autres. Et on a un moteur rotatif, hélice de grande taille, donc pour moi c'est un G3. Et on voit même les patins ici, transversaux, donc pour moi c'est un G3. 5 décembre 1917. Je reçois mon baptême de l'air. C'est délicieux et passionnant. C'est une balade merveilleuse. 11 décembre 1917. Je commence mes vols en double commande. Ça ne va pas tout seul, mais il ne faut pas se décourager. Je fais 2 tours. 18 janvier 1918. Je vole et fais un voyage à 1000 mètres. C'est merveilleux. Dans les nuages, on a une drôle d'impression. 26 janvier 1918. Je fais un tour. Le coucou ne marche pas du tout. Aussi, ça ralentit. Enfin, ça me fait 38 tours. Le soir, je revole et je fais encore 3 tours. 29 janvier 1918. Je cafouille, rien ne va plus. Pourvu que la fouine me passe, car j'ai actuellement 59 tours. 2 février 1918. Je vais passer la journée à Miramas, avec maman. 6 février 1918. Je passe à l'essayage avec Bigot. Je fais 2 tours et suis reçu. Je passe au lâcher immédiatement et fais 2 tours épatants dans la matinée. Oh, merci mon Dieu. Le soir, je fais encore 4 tours très chics. 9 février 1918. L'après-midi, je fais un tour à 400 mètres et je termine par un superbe looping. Je bousille le zinc et fort heureusement, je m'en tire avec le sourire. Le Caudron était, il était réputé comme étant l'avion école parfait. Parce que si l'élève pilote faisait une erreur de commande et que le moteur calait à, mettons, 1000 mètres d'altitude, eh bien l'avion devenait planeur et planait 17 fois son altitude atteinte. Donc ça veut dire que sans moteur, l'élève est paniqué, il fait une mauvaise commande. Il est peut-être parti avec son instructeur, donc peut-être 2 places pour le modèle. Mais en tous les cas, l'avion va rejoindre le sol. Peut-être que le choc est un peu plus dur à l'atterrissage, mais néanmoins, il est sain et sauf. 12 février 1918. Je passe au grand perfectionnement et fais mes spirales et tout le zinzin. 15 février 1918. Ce matin, je repasse à Bellegarde. À 2000 mètres, panne, guigne et j'atterris, hélice calée par un vent terrible au château de Goué. Ce coup-ci, c'est la chic panne. Il faut qu'on me change mon moteur. 19 février 1918. Toujours pas dépanné. Aujourd'hui, je suis maître de séant. Je vais à la chasse et tue un magnifique perdreau. L'après-midi, je passe mes loisirs à composer cette petite poésie sur ma panne. Ma panne. Un choc. Un arrêt brusque, un léger grincement. Mon hélice se cale. Je descends doucement. Que faire? Où aller? Le vent souffle en bourrasque. Je descends, me livrant au sort le plus fantasque. Enfin, à quelques mètres, je remarque soudain un joli petit champ recouvert d'un vieux foin. Je pique, j'atterris, me voilà hors d'atteinte de l'aquilon terrible et de sa brusque étreinte. Où suis-je? Pas très loin du champ d'aviation. Venez, monsieur, venez calmer notre émotion. Vous êtes ici, chez vous, au mât de Goué. 1000 grâces, monsieur, mais je suis indiscret. Nullement, je vous jure. On m'accueille, on me fane de 1000 attentions. C'est une simple panne. 21 février 1918. Ce matin, je termine mon brevet. Maintenant, me voilà pilote. Merci, mon Dieu. Je suis bien heureux. 23 février 1918. Je pars en Perm. 24 février 1918. J'arrive en Perm. Et je suis très content. La fiche matricule d'Albert nous apprend qu'il est ensuite passé par l'école d'Avord près de Bourges, avant d'être mis à disposition de l'école d'application de bombardement du Crotoy le 28 avril 1918. Il y trouvera la mort le 17 mai. Mais ces derniers carnets restant introuvables, malgré nos recherches, nous ne disposons d'aucun document écrit sur cette ultime période de sa vie.
La famille Bermond a conservé des photos dont certaines, prises par Albert lui-même, proviennent du Crotoy. La dernière nous apprend qu'il volait à bord d'un Letort. Pour comprendre comment et pourquoi Albert a trouvé la mort au Crotoy, nous décidons d'y faire le voyage. Nous découvrons la petite ville de Rue, toute proche du Crotoy, où la mémoire des frères Caudron, pionniers de l'aviation, est célébrée partout. En fait, cette bière-là, l'orge qui sert à la fabriquer, elle vient de la ferme de Romiotte à Pontoise. C'est là que les fermes Caudron ont construit leurs premiers avions. J'ai eu la chance de pouvoir intervenir auprès de la Poste, l'administration postale française, qui va émettre un timbre dès l'année prochaine, en décembre 2015, relatant le 100e anniversaire de la mort de Gaston Caudron. En fait, avant la Première Guerre mondiale, Gaston et René Caudron sont des personnalités ici à Rue. En effet, ils ont réussi entre fin 1908, début 1909, à concevoir une machine volante, à l'améliorer, la motoriser. Les prototypes ont donc évolué pendant un an. Et 1910, ils créent à Rue une usine pour construire en série des appareils. Et ce que Gaston et René Caudron ont compris, c'est que pour vendre des avions qu'ils produisent à Rue, près de la gare, il faut absolument former les jeunes au pilotage. Parce qu'à ce moment-là, en 1910, les écoles sont rares. Donc, au Crotoy, la baie de Somme, elle offre à chaque marée basse un terrain superbe pour atterrir et décoller. La mer a damé le sable, et donc pour les avions qui sont construits avec des baguettes, ce sont vraiment des structures assez souples, et bien le sable c'est idéal pour atterrir et décoller. En 1914, quand la guerre est déclarée, là il faut donc, comme tout homme mobilisable, intégrer son arme. Donc les frères Caudron sont envoyés au 2e groupe d'aviation. Donc là ils attendent les ordres. Mais comme c'est la guerre, on donne l'ordre de fermer l'école du Crotoy, parce qu'il y a que quelques écoles qui sont réservées pour la formation au pilotage. Et puis apparemment, c'est l'époque où il y a beaucoup de pertes dans les armées. Il y a beaucoup d'hommes qui perdent aussi la vie lors de missions d'observation. Donc il faut de nouveaux pilotes. On perd beaucoup d'avions, donc il faut produire et former. Mais 1915, donc, l'école du Crotoy est réouverte. Et elle évolue en école d'application pour le bombardement. Donc là, on a bien une mission de largage de bombes. La technique du largage a évolué au cours des mois, des années. Donc là, maintenant, c'est avec des systèmes de visée plus performants. Et sur le site internet de M. Albin Denis, il mentionne notamment des Caudrons, des Sopwith, des Breguet, des Doran, des Farman, des Letort et des voisins. Ça veut dire qu'en fait, des avions accidentés sur le front vont être récupérés. Ils vont être ici apportés à Rue. Donc l'usine des frères Caudron, même si elle a déménagé, eh bien elle est réouverte ici avec les machineries qui subsistent peut-être ou de nouvelles. On entretient, on répare les appareils pour le Crotoy. Et l'école du Crotoy va ainsi permettre à la formation au bombardement. Et donc on apprend à ces jeunes à larguer des bombes, notamment en baie de Somme, au-dessus de la baie de Somme, sur cible. Donc l'objectif, c'est de pouvoir être compétent dans ce type d'observation, observation et largage de bombes. Au niveau du Crotoy, ce qu'on appelle encore le quartier de l'aviation, c'est au niveau des jeux en bois pour enfants, vraiment sur la gauche. Mais étant donné que l'école de pilotage a fermé en 1928 suite à un accident, il n'existe plus rien en termes de visuel et de bâtiments au niveau du Crotoy. En fait, au début de la guerre, le pilote va être tout seul dans sa mission. Mais le problème, notamment dans ce qui nous intéresse, c'est donc des appareils d'observation. C'est en fait, c'est pas l'aviation de chasse. Là, on est dans l'aviation d'accompagnement, d'observation, de défense. Eh bien, dans ces appareils, le pilote ne peut pas à la fois piloter, surveiller le champ aérien qui l'environne et en même temps observer, prendre des photos, marquer sur des cartes tout ce qui se passe sous ses pieds. Très rapidement, ils seront en binôme. Donc il y aura un pilote qui pilote,
un observateur qui observe. Et à partir de 1915, cet observateur qui observe va devenir aussi observateur mitrailleur. Donc il va avoir la mission de photographier et de défendre son avion, protéger son avion en tirant sur l'ennemi. Des avions qui auraient demandé pour la formation de ces jeunes pilotes un temps à l'école relativement long, qui seraient passés, ils avaient en général 3 à 6 mois de formation, 3 mois basiques et 3 autres mois après de perfectionnement. Or là, puisqu'on est dans les grandes offensives à partir de l'année 18, au moment où les Allemands commencent leurs grandes offensives, où la France prend le relais de l'été, eh bien il faut faire monter ces pilotes en puissance, et donc on va diminuer, pas le temps de base initiale, mais le temps de transformation sur des appareils beaucoup plus modernes. Alors dans le même temps aussi, il faut comprendre que nos écoles ont dû aussi former des pilotes américains. Donc on avait une masse, même si eux avaient d'autres écoles, on avait une masse, si vous voulez, de pilotes à former qui était énorme, et dans le même temps, il en fallait toujours plus au front. Et donc des accidents se produisaient, soit au décollage, soit à l'atterrissage, et puis il y avait beaucoup de collisions au vol, bien entendu, et puis ce sont des appareils, si on n'accélérait pas au bon moment, si on ne décélérait pas, eh bien l'avion était ce qu'on appelle décroché, se retourner ou tomber en vrille. Et pour ces jeunes pilotes, à l'époque, il n'y avait pas de système comme maintenant, donc s'ils n'avaient pas la bonne réaction au bon moment, et même s'ils avaient la réaction, de toute façon, ils ne maîtrisaient plus leur appareil. Albert était-il seul à bord le 17 mai 1918, le jour de sa mort ? Le service de santé des armées mentionne son décès à 9h du matin des suites de blessures dues à une chute d'avion. Un autre aviateur, Alphonse Maraîcher, décède le même jour. Était-il à son bord ? L'école traverse une série noire avec 13 victimes d'accidents pour la seule année 1918. Le récit des obsèques d'un jeune cadet américain, Roger Dys, nous est parvenu. J'ai moi-même, en aéroplane, suivi le cortège et lancé des drapeaux sur le corbillard, raconte son instructeur français Robert Philippe. Un même hommage a-t-il été rendu à Albert ? Si nous sommes réunis aujourd'hui devant cette stèle, c'est parce que le 17 mai 1918, il y a 92 ans, le sergent Albert Pourcel, aux commandes de son avion, était abattu en plein vol dans la Somme à l'âge de 26 ans. Mobilisé dès le 2 août 1914, Albert Pourcel fut envoyé sur plusieurs fronts, dont celui de Crombec, en frontière belge. Le 22 novembre 1917, son vœu se réalise enfin. Le sergent Albert Pourcel est affecté dans l'aviation. Quelle belle reconversion pour un chasseur alpin. Il obtint son brevet de pilote à Istres le 21 février 1918 et le 17 mai de la même année, son rêve et ses ailes furent brisés à tout jamais. Ici nous avons l'insigne, le macaron des chasseurs alpins en forme de corde de chasse. Ici sa croix de guerre, avec 2 étoiles qui indiquent qu'il a donc eu 2 citations. Et ça, lorsqu'il était pilote, sur la fin de sa vie militaire, il avait le macaron de pilote. Je rappelle qu'il est constitué par 3 éléments, les ailes, une étoile et une couronne, qui signifie les ailes nous portent, l'étoile nous guide, et la couronne nous attend. Le caporal Albert Pourcel reçoit une 3e citation à titre posthume en date du 14 mai 1921. Sous-officier énergique et brave, s'est distingué maintes fois au cours de la campagne. Citation à l'ordre du corps d'armée. Joseph Bermond a la lourde tâche de prévenir la famille du décès d'Albert. Il lui adresse un vibrant hommage en conseil municipal. C'était un brave cœur et un glorieux soldat. Il avait devant lui un brillant avenir. Albert n'est pas le seul, et la liste des morts, 24 au total sur les 150 mobilisés, est déjà longue. En octobre 1919,
le village, soulagé mais meurtri, rend hommage à ses poilus. Elle nous parlait de Albert, mais moi, petite fille, depuis toujours, je l'entendais parler de Albert. C'était un jeune aviateur perdu avec son avion, enfin, dont on avait perdu la trace parce qu'il a disparu avec son avion. Voilà, c'est ce que l'on disait. Alors, lorsque nous allions à Macarou, puisqu'on dit Macarou et non pas les macarons, à Macarou, où il y avait autrefois la ferme de mon arrière-grand-père, avait une ferme là-bas à Macarou, et nous allions nous promener volontiers encore. Moi, je vois encore les bois d'ailleurs. Et maintenant, bon, évidemment, tout est clôturé, mais ce n'était pas le cas. Eh bien, nous passions devant une croix, qui était la stèle, et maman disait toujours, voilà la stèle de notre cher Albert Pourcel, disparu avec son avion. En fait, c'est à la mort d'une de mes tantes, c'est-à-dire la sœur aînée de mon père, Marguerite, qu'on appelait Maggie, le caveau était plein. Le caveau était plein, il a fallu faire une réduction de corps pour pouvoir enterrer Maggie. Bon, moi j'étais en exposition en Hollande en ce moment-là, donc j'ai pas pu assister à l'enterrement. Mais en revenant, je suis allé voir le fossoyeur ici au village, et puis on a parlé de la réduction des corps, qu'il avait enlevé des tas de vieux cercueils, qu'il les avait réduits pour les mettre dans un cercueil plus grand. Et que tout au fond du caveau se trouvaient 2 cercueils en plomb qu'il n'avait pas pu remonter parce que trop lourd et parce que le treuil a l'air en mauvais état au sommet du caveau, en disant que bon, le premier à gauche c'était François Michel, et qu'à côté il y avait un cercueil en plomb, sans nom, dont le nom n'était pas référencé sur la pierre au-dessus, et avec juste 4 chiffres. Et là, immédiatement, j'ai pensé à Albert Pourcel, puisque moi je connaissais son numéro matricule. Donc j'ai cité le numéro matricule au fossoyeur, et il m'a dit qu'il croyait bien que c'était ça, oui, effectivement. Notre enquête menée en 2013 avec l'aide de Philippe Castellano et Albin Denis nous apprend qu'Albert a bien séjourné au cimetière du Crotoy jusqu'au jour où un fait divers rocambolesque, relaté dans la presse de l'époque, nous révèle les circonstances de son retour à Valbonne en 1922. Le cercueil s'étant ouvert en raison des chaos de la route, les convoyeurs qui le transportaient, à la demande de la famille, en jetèrent les morceaux dans une mare. Ils y furent retrouvés, ce qui justifie l'intérêt de la presse. Les convoyeurs mirent ensuite les restes du soldat dans un cercueil plombé réglementaire pour son convoyage jusqu'à la gare de Nice. Prière du moment. Ô mon Dieu, ayez pitié de nos souffrances. Soyez clément envers nous et pardonnez-nous nos fautes. Écartez de nous tout danger. En sentinelle, soyez avec nous. En patrouille, conduisez nos pas. Au combat, soutenez nos bras et apaisez notre cœur. Dans les relèves, aplanissez les difficultés et évitez-nous les tirs des barrages si meurtriers. Au repos, donnez-nous la force de supporter allègrement les petites misères du métier militaire et animez-nous de l'ardeur de vous adorer et de vous servir. Prenez pitié de ceux qui nous attendent en pleurs et tous les jours se prosternent à vos pieds avec tant de confiance et d'humilité. Mettez fin à cette horrible guerre et rendez-nous triomphants et meilleurs à nos parents si chers. L'éclaireur, voilà, il faut voir le 17. T'as vu les pulls qu'il y avait déjà? C'est écrit petit, hein. La bourse, tu vois. Albi, la bourse et tout. Voilà le petit niçois. Les convois ramenant les corps des soldats auprès de leurs familles se succèdent toute l'année 1922. Celui d'Albert arrive en gare de Nice le 16 février, comme l'attestent un courrier et une coupure de presse, retrouvés aux archives départementales. Pourquoi est-ce que le corps a disparu? Ben non, en fait, il n'avait pas disparu, il avait été mis dans le tombeau de sa famille, puisque à l'époque, ses parents n'avaient pas encore construit leur caveau, juste dans la travée au-dessus. Le docteur Second, qui était le seul docteur de tout le canton de Grasse et donc du village, c'était quand même l'oncle d'Albert. Donc, étant le seul médecin au village, quand le corps est arrivé, quand on ne sait pas où mettre un corps, où est-ce qu'on le met? On le met avec les siens, c'est-à-dire dans le caveau familial. Je pense qu'ils ont dû vouloir le mettre là temporairement, en attendant que le caveau de ses parents soit prêt au-dessus. Mais malheureusement, je crois que c'est 2 ans après, les 2 grands-parents Chabert, c'est-à-dire
L'arrière-grand-mère Pourcel et l'arrière-grand-père Chabert sont morts la même année. Donc ça a fait 2 cercueils par-dessus. Je crois ensuite 2 ans plus tard, c'est la mère de ma grand-mère qui est morte. Ça fait un 3e cercueil par-dessus, puis après ils ont oublié. Voilà, c'est tout. Le 24 juillet 1922, le village enterre ses grands morts à l'occasion d'une imposante cérémonie. Abba André, une famille valbonnaise qui habitait au centre du village. Como Barthélemy. Ses descendants ont été élus municipaux à Valbonne. Busilot Antoine, Rocard Joseph, Tony Lucien, un de ses ancêtres tenait le bureau de tabac à Valbonne. Baruti Jean, Courme Léon, Courme Alexis et Courme Jean, même famille, vieille famille de Valbonne et commerçants aussi. Contesso Baptistin, Chabert Paul, vieille famille valbonnaise, Sivat François, vieille famille valbonnaise aussi, Granero Jean, idem, Justin Charles, Laure Antoine, Lombard François, Albert Pourcel, Palanque Jules, vieille famille valbonnaise, un de ses ancêtres était très actif dans la vie associative, Robel Honoré, Roux Joseph, vieille famille valbonnaise, ses ancêtres tenaient un commerce à Valbonne, Hubert Jules, très connu, Scarcello Marius, Véran Joseph, Olivier Thomas et Isserge Claude Antoine. Tous morts pour la guerre de 14-18. Isser Claude, il avait 19 ans. Il a été mobilisé après la guerre, mais pour déminer. Alors c'était parce que chaque poilu avait une marraine de guerre pour correspondre et tout, puis il envoyait des chèques peut-être. Hein. Alors ma grand-mère, c'était sa marraine. Et il avait fait une photo, c'est surtout ça l'histoire, il avait fait une photo pour envoyer à sa marraine. Et la photo, il l'avait dans la poche du veston. Lorsqu'il a pété, il y avait la photo qui était déchirée et tachée de ça. Ses copains ont envoyé la photo parce qu'ils savaient qu'ils devaient l'envoyer à la marraine. Et la photo, elle est venue gelée. Alors j'ai connu M. Hugues. M. Hugues habitait rue du Presbytère, la rue où j'habite actuellement, la rue de mes ancêtres. M. Hugues est revenu de la guerre de 14-18, il avait une jambe en moins, c'est-à-dire amputée. Il avait une jambe en bois comme on faisait à l'époque. Et après il a eu une jambe un peu en fer que lorsqu'il marchait, on l'entendait arriver de loin. Ça faisait un drôle de bruit, ce bruit je ne pourrais pas vous le dire, mais il est resté gravé en ma mémoire. Et M. Hugues, en même temps, c'était M. Régis. M. Régis, c'est-à-dire que vous aviez besoin de faire un transport de raisin ou pour faire le marc de raisin, c'est lui qui vous faisait les papiers pour la régie. Il y a longtemps, hein, mais je n'ai pas connu. Hein. Après, on allait à la mairie. Mais bravo homme, très 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 gentil, à l'écoute de tous, et parole, lorsqu'il parlait, c'était très intelligent. Il savait ce qu'il disait, ce monsieur. Voilà. Après, il y avait un autre monsieur que je me rappellerai toujours, et ça c'est gravé dans ma mémoire. Il avait, à l'époque, on faisait des tricycles à 3 roues, à moteur. Et ce monsieur Gilbert venait à Valbonne avec ce tricycle bleu. C'était un monsieur qui n'avait pas sa langue dans la poche. C'est parce qu'il avait quelque chose à dire, il vous le disait directement et en face. Et après, j'ai connu un troisième monsieur, mais alors tout le monde le connaît à Valbonne. C'était monsieur Maître. Raymond, mais il s'appelait Georges. C'était on appelait ça le sacristain de l'église. Il gardait l'église, la maison paroissiale, tout ça. Mais lui, il était pupille de l'État. C'est-à-dire que son père était mort à l'État et lui, il était pupille de l'État. Et pour conclure, une épitaphe écrite par Albert Pourcel le 8 novembre. C'est ici que sont morts quelques vaillants guerriers, en servant la patrie, tombés au champ d'honneur. Ô passants qui allaient, couvrez-les de lauriers, dit un de profondis pour la paix de leur cœur.
Vous êtes là aussi pour nous rappeler qu'en 1914, comme cela a été dit, ce sont des jeunes de vos âges qui sont partis au front, envoyés au front, dans une immense boucherie. Et on pensait que cette leçon avait été tirée pour ressombrer à cause de l'intolérance, à cause du fanatisme, à cause de fait de ce qu'on peut puiser dans ce qu'il peut y avoir de plus sombre dans l'humanité, pour se précipiter dans une guerre à nouveau, moins de 30 ans après. Ces jeunes qui pensaient partir pour quelques semaines, quelques mois, une année au pire, cette guerre a duré 4 ans. 4 ans de souffrance absolue. Alors à chaque mot, à chaque geste, où on voit progresser des idées de haine, d'intolérance, mais vous, jeunes, mais nous, qui sommes porteurs de ce devoir de mémoire, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous taire, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas oublier. Sinon, à quoi sert notre présence ici? À quoi sert tout ce qui a été versé comme souffrance? En ce 11 novembre, c'est surtout un hommage à la paix que nous rendons. La paix, ce bien si précieux, si fragile, dont nous sommes toutes et tous comptables, porteurs, vecteurs, gardiens. Avant d'être peintre, il y a très longtemps, je connaissais une voyante qui me disait que dans ma première vie, j'étais aviateur. Enfin, dans ma dernière vie, j'étais aviateur et que je m'étais craché, que j'avais perdu une jambe dans l'accident et qu'ensuite elle voyait des images très colorées, qui se suivaient mais qui ne se ressemblaient pas, en me disant, elle pensait que j'allais faire une BD, etc. En fait, elle voyait déjà mon métier d'artiste. Donc, le jour où j'ai eu ma dernière opération, parce que j'ai été opéré plusieurs fois des hanches, j'ai eu d'énormes problèmes. J'ai été opéré un 17 avril. Je crois qu'il y a une correspondance par rapport à Albert avec le 17. Et depuis que j'ai la sensation d'avoir redécouvert son corps, tout va mieux. Toute ma santé va mieux, tout s'est calmé, comme si j'avais bouclé une boucle. Et quelque part, je me demande, bon, moi qui crois à la réincarnation, pourquoi je ne serais pas Albert Pourcel? Alors c'est peut-être ça en fait, je me suis retrouvé moi-même. Puis là, vous comprendrez très bien que je suis un artiste, parce que pour avoir des propos pareils, après tout le monde va me prendre pour un fou. En descendant de la bataille, le poilu arrive tout joyeux et s'écrie devant la fraîche paille, au nom de nom, quel chouette pieux. Et aussitôt il cherche à faire une connaissance ou quelque chic tour, à seule fin de se distraire pendant tout le temps de son séjour. Le premier jour, chose nature, il faut tout d'abord s'astiquer, se brosser sous toutes les coutures et des totos se débarrasser. Et puis quand on est tout à fait chic, on court les jupons, c'est si beau, on s'arrête devant les boutiques à ce que c'est pas d'être au repos. Ensuite arrivent les manœuvres, les revues et tout le fourbi. Et comme on est comme des couleuvres, on est rapidement abruti. Matin de bonne heure, c'est la capote, fusil l'écran, les godillots. Et faut fourbir et la culotte, à ce que c'est pas d'être au repos. Le soir, ça reprend du même système, à droite par 4 en tirailleur. Colonne double, avant, idem, oh ma foi, c'est un vrai bonheur. On rentre tard, on mouille sa chemise, bref, on en a tout plein le dos. Et de tout temps, c'est cette bêtise, à ce que c'est pas d'être au repos. Bref, au bout d'une petite quinzaine de tous régimes, de tous pardons, voilà qu'un matin notre capitaine nous dit va falloir mettre ça
Alors on part l'arme pendue, on le pique au truc tout beau. Adieu fini, parti foutu, c'était bien bas d'être au repos.